Messire Bernardo rit, puis il ajouta: Il y a d'innombrables exemples de ces mots, dits par de grands seigneurs et des hommes très graves, mais on rit souvent aussi des comparaisons comme celle de notre Pistoia, écrivant à Cétaphine: renvoie la grosse malle qui te ressemble, car si vous vous souvenez bien, Séraphine ressemblait beaucoup à une malle. Il y en a aussi certains qui prennent plaisir à comparer les hommes et les femmes à des chevaux, à des chiens, à des oiseaux, et souvent à des coffres, à des fauteuils, à des charrettes, à des chandeliers. Parfois cela a de la grâce, parfois cela est très plat. C'est pourquoi sur ce point il est nécessaire de considérer le lieu, le moment, les personnes et les autres choses que nous avons déjà dites tant de fois. La comparaison, dit alors le seigneur Gasparo Pallavicino, que notre ami le seigneur Giovanni Gonzaghi fait entre Alexandre le Grand et le seigneur Alexandro son fils, est plaisante. Je ne la connais pas, répondit messire Bernardo. Le seigneur Giovanni, dit le seigneur Gasparo, jouait à 3D, et comme c'est son habitude, il avait perdu beaucoup de ducats, et il continue à perdre. Le seigneur Alexandro, son fils, qui bien qu'enfant ne joue pas moins volontiers que son père, était là, fort attentif à le regarder, et il paraissait tout triste. Le comte de Pianella, qui était présent avec de nombreux autres gentilshommes, dit: Voyez, monseigneur, combien le seigneur Alessandro est mécontent de vos pertes, et il se consume en attendant que vous gagniez, pour avoir quelque chose de votre gain. Aussi tirez-le de cette angoisse, et avant que vous perdiez le reste, donnez-lui au moins un ducat, afin qu'il puisse lui aussi aller jouer avec ses camarades. Vous vous trompez, dit alors le seigneur Giovanni, parce qu'Alexandre ne pense pas à une si grande chose, mais on a écrit qu'Alexandre le Grand, alors qu'il était enfant, entendit dire que Philippe, son père, avait gagné une grande bataille et conquis un certain royaume, et qu'il se mit alors à pleurer. Et comme on lui demandait pourquoi il pleurait, il répondit que c'était parce qu'il avait peur que son père ne conquît tant de pays qu'il ne lui laissa rien à conquérir. Et bien de la même façon, Alessandre, mon fils, est triste et prêt à pleurer en voyant que je perds, moi qui suis son père, parce qu'il craint que je ne perde tant que je ne lui laisse plus rien à perdre. Après qu'ils eurent ri un moment, messire Bernardo ajouta: Il faut aussi éviter que la plaisanterie ne soit impie, car on en vient ensuite à vouloir être subtil dans le blasphème et à tenter de trouver de nouvelles façons de blasphémer. Il semble alors que l'on cherche la gloire dans ce qui mérite non seulement le blâme, mais un sévère châtiment, ce qui est une chose abominable. C'est pourquoi tous ceux qui veulent montrer leur esprit facétieux, en manquant de révérence envers Dieu, méritent d'être chassés de la compagnie de tout gentilhomme. Et pareillement, tous ceux qui sont obscènes et orduriers dans leurs propos, qui n'ont aucun respect en la présence des dames, mais qui semblent avoir tout pour seul plaisir de les faire rougir de honte, et qui cherchent leurs mots et leurs plaisanteries dans ce domaine. C'est ainsi que cette année, à Ferrare, il y avait dans un banquet où étaient présents de nombreuses dames de qualité et où on se trouvait un Florentin et un Siennois, comme vous le savez, pour la plupart ils sont ennemis. Le Siennois dit pour piquer le Florentin: Nous avons marié Sienne à l'empereur et nous lui avons donné Florence en dot. Il dit cela parce que ces jours-là, le bruit courait que les Siennois avaient donné une certaine quantité d'argent à l'empereur et que celui-ci s'était chargé de leur protection. Le Florentin répondit aussitôt: Sienne sera d'abord chevauchée à la française, mais il employait le terme italien, et puis on discutera de sa dot, tout à loisir. Vous voyez que le mot était spirituel, mais parce qu'il était prononcé devant des dames, il devint obscène et inconvenant. Les dames, dit alors le seigneur Gasparo Pallavicino, n'ont pas d'autre plaisir que d'entendre parler de ces choses, et vous voulez le leur enlever. Quant à moi, je me suis trouvé rougir de honte à cause de paroles qui m'ont été dites par des femmes, beaucoup plus souvent que par des hommes. Je ne parle pas de ce genre de femmes, dit messire Bernardo, mais des femmes vertueuses, qui méritent d'être respectées et honorées par tous les gentilshommes. Il faudrait, dit le seigneur Gasparo, trouver une règle subtile pour les reconnaître, parce que le plus souvent, celles qui sont en apparence les meilleures sont en réalité tout le contraire. À ce moment-là, messire Bernardo dit en riant: Si le Seigneur magnifique n'était ici présent, lui qui en tout lieu est renommé pour être le protecteur des femmes, j'entreprendrais de vous répondre, mais je ne veux pas lui faire tort. Alors madame Émilie a dit, en riant elle aussi: Les femmes n'ont besoin d'aucun défenseur contre un accusateur de si petite autorité.
Aussi laissez donc le seigneur Gasparro dans sa mauvaise opinion, qui provient de ce qu'il n'a jamais trouvé de femme qu'il ait voulu voir, plutôt que d'un défaut quelconque qui serait en elle, et continuez votre propos au sujet des facéties. Véritablement, madame, dit alors messire Bernardo, il me semble avoir parlé déjà de plusieurs lieux dont on peut tirer des mots d'esprit qui ont ensuite d'autant plus de grâce qu'ils sont accompagnés d'une belle narration. Néanmoins, on pourrait parler encore de beaucoup d'autres, comme quand, par accroissement ou par diminution, on dit des choses qui excèdent incroyablement la vraisemblance, et de sorte est celle que racontait Mario de Voltaire au sujet d'un prélat qui s'estimait si grand que quand il entrait à Saint-Pierre, il se baissait de peur de donner de la tête contre l'architrave de la porte. Notre magnifique a dit aussi, même, que Colpino, son serviteur, était si maigre et si sec qu'au matin, en soufflant sur le feu pour l'allumer, il avait été emporté par la fumée jusqu'au sommet de la cheminée, et il se serait envolé avec elle s'il n'avait pas eu la chance d'être arrêté par une grille. Messire Augustino Benazzano a dit pareillement qu'un avare, qui n'avait pas voulu vendre son blé pendant qu'il était cher, quand il vit ensuite que le prix du blé avait toujours beaucoup baissé, se pendit, par désespoir, à une poutre de sa chambre. Un de ses serviteurs, ayant entendu le bruit, accourut et vit son maître pendu. Aussitôt il coupa la corde et le sauva de la mort. Alors l'avare, revenu à lui, voulut que ce serviteur lui payât la corde qu'il avait coupée. Il semble que ce soit aussi de cette sorte la facétie que dit-il, que dit Lorenzo de Medici à un bouffon sans esprit, tu ne me ferais pas rire, quand bien même tu me chatouillerais. Et pareillement il répondit à un autre sot qu'il avait trouvé un matin au lit fort tard et lui reprochait de t'endormir en lui disant à cette heure j'ai déjà été au marché neuf et au marché vieux et ensuite je suis sorti par la porte de Sangal pour faire de l'exercice le long des murailles et j'ai fait mille autres choses et vous dormez encore. Ce que j'ai rêvé en 1 heure vaut mieux que ce que vous avez fait en 4, dit alors Lorenzo. C'est aussi une belle chose quand dans une réponse on blâme ce qu'on semble ne pas vouloir blâmer, comme fit le marquis Federico de Mantoue, père de madame la duchesse. Il est à table avec de nombreux gentilshommes, et l'un d'eux, après avoir mangé tout un potage, dit « Monseigneur, le marquis, pardonnez-moi », et il se mit à engloutir le potage qui restait. Alors le marquis répondit aussitôt « Demande plutôt pardon au pourceau, quant à moi, tu ne me fais nulle offense ». Et messire Niccolò Leonico, pour critiquer un seigneur tyrannique, qui avait faussement la réputation d'être libéral, dit « Imaginez la grande libéralité qui règne chez celui-ci, puisque non seulement il donne son bien, mais aussi celui d'autrui. » C'est aussi une élégante manière de raillerie que celle qui consiste à une certaine dissimulation quand on dit une chose et que tacitement l'on entend une autre. Je ne parle pas de la façon qui est totalement contraire, comme si on appelait un nain géant ou un nègre blanc ou beau, quelqu'un de très laid, parce que ce sont des contrariétés trop manifestes, bien qu'elles fassent rire aussi parfois. Mais quand en parlant de manière sévère et grave, l'on dit pour plaisanter en des termes agréables ce que l'on n'a pas dans la pensée, ainsi comme un gentilhomme disait un mensonge manifeste à messire Augustin Floletta, en lui affirmant avec force, parce qu'il lui paraissait qu'il ne le croirait pas facilement, messire Augustin finit par lui dire « Gentilhomme, parmi tous les plaisirs que j'espère jamais de vous, accordez-moi le droit de ne rien croire de ce que vous dites. » Et comme l'autre néanmoins continuait de répliquer en jurant que telle était bien la vérité, il lui dit à la fin « Puisque vous le voulez ainsi, je le croirai pour l'amour de vous, car à la vérité je ferai encore bien davantage pour vous. » C'est de façon presque identique que Don Giovanni di Cardona dit de quelqu'un qui voulait partir de Rome. À mon avis, cet homme n'a pas bien réfléchi, car il est si scélérat qu'en demeurant encore à Rome, avec le temps, il pourrait devenir cardinal. De la même espèce encore est le mot d'Alfonso Santa Croce, qui, ayant peu de temps auparavant reçu des outrages du cardinal de Pavie, et se promenant hors de Bologne avec certains gentilshommes, près du lieu où se font les exécutions de la haute justice, vit un homme qui venait d'être pendu. Alors il se tourna vers lui avec un grand pensif et dit, si haut que quelqu'un l'entendit, « Bienheureux es-tu, toi qui n'as pas à affaire au cardinal de Pavie. » La sorte de facétie qui tient de l'ironie semble très convenable au grand personnage, parce qu'elle est grave et pleine de sel,
et qu'on peut en user sur des choses joyeuses et aussi dans les choses sérieuses. C'est pourquoi beaucoup d'anciens et les plus estimés en ont usé, comme Caton, Scipion, le second africain, mais surtout dit-on Socrate, le philosophe. Il était excellent. Et de notre temps, le roi Alphonse Ier d'Aragon. Ce dernier, alors qu'un matin il allait se mettre à table, ôta plusieurs anneaux précieux qu'il avait au doigt pour ne pas les mouiller en se lavant les mains. Et il les donna au premier qui se trouva devant lui, presque sans regarder de qui il s'agissait. Le serviteur pensa que le roi n'avait point pris garde à qui il les avait donnés, et qu'il était bien possible que, préoccupé par des affaires de plus grande importance, il les oublia entièrement. Et il se confirma davantage dans cette opinion en voyant que le roi ne les réclamait pas, si bien que des jours, des semaines et des mois s'étaient écoulés sans qu'il n'en eût jamais entendu parler. Il pensait qu'il était certainement en sécurité, et ainsi, comme approchait la fin de l'année, où cela était arrivé, un autre matin, alors que le roi s'apprêtait à manger, le serviteur se présenta et rendit les mains pour prendre les anneaux. Alors le roi, s'approchant de son oreille, lui dit « Contente-toi des premiers, car ceux-ci seront bons pour un autre. » Voyez comment le mot d'un plein de sel spirituel et grave, véritablement digne de la magnanimité d'un Alexandre. Il y a encore une autre façon semblable à cette manière qui tend à l'ironie, quand avec des paroles honnêtes, on nomme une chose vicieuse. C'est un trait de cette façon que le grand capitaine adressa à un de ces gentilshommes qui, après la journée de Chirignola, et quand les affaires étaient déjà en sûreté, était venu au-devant de lui aussi richement armé qu'il était possible et comme prêt à combattre. Alors le grand capitaine, se tournant vers Don Hugo di Cardona, dit « N'ayez désormais plus peur de la tempête, puisque Saint-Hermo est apparu. » Et avec cette parole honnête, il le piqua, car vous savez que Saint-Hermo apparaît toujours aux marins après la tempête, et est signe de tranquillité. Par ce moyen, le grand capitaine voulut dire que puisque ce gentilhomme était apparu, c'était signe que le danger était déjà entièrement passé. Et un jour que le seigneur Ottaviano Ubaldino était à Florence en compagnie de quelques citoyens importants et que l'on parlait de soldats, un de ceux qui étaient là lui demanda s'il connaissait Antonello da Forli, qui en ce temps-là avait fui l'état de Florence. Le seigneur Ottaviano répondit « Je ne le connais pas autrement, mais j'ai toujours entendu rapporter que c'était un soldat diligent. » Voyez, dit alors un autre Florentin, comme il est diligent, il part avant de demander congé. On dit aussi des mots subtils quand on tire des propos de son interlocuteur et qui ne voudrait pas. J'entends par là le genre de réponse que fit notre seigneur le duc au châtelain qui perdit la place de San Léo quand cet état fut pris par le pape Alexandre et donné au duc de Valentinois. Alors que monseigneur le duc était à Venise, au moment dont je parle, beaucoup de ces sujets arrivaient continuellement pour lui donner en secret des renseignements sur la situation de son état. Entre autres vint aussi ce châtelain qui, après s'être excusé du mieux qu'il put, en attribuant la faute à sa malchance, dit « Seigneur, n'ayez crainte, car j'ai la force et le courage suffisants pour faire en sorte que l'on puisse récupérer San Léo. » « Ne te donne pas davantage de peine à ce propos, répondit alors le duc, car l'avoir perdu, c'est déjà avoir fait en sorte qu'on pût le récupérer. Il y a certains autres genres de mots, comme quand un homme qu'on connaît comme spirituel dit une chose qui semble procéder de la sottise. C'est ainsi que l'autre jour, Messire Camillo Paleotto dit à propos de quelqu'un « Ce fou, aussitôt qu'il a commencé à devenir riche, est mort. » On peut rapprocher de cette manière une certaine dissimulation piquante et subtile, quand un homme prudent, comme j'ai dit, fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il comprend en réalité. Alors le marquis Federico de Mantoue était un homme importuné par un fâcheux qui se plaignait de ce que certains voisins lui prenaient ses pigeons de son colombier avec des lacets, et à ce moment même, il en tenait un à la main, pendu par une patte à un lacet qu'il avait ainsi trouvé mort. Le marquis répondit qu'il y pourvoirait, mais ce fâcheux répéta non seulement une fois, mais plusieurs fois la perte qu'il avait subie, en montrant toujours le pigeon ainsi pendu, et en disant « Et que vous semble-t-il, monseigneur, que l'on doive faire de cette chose ?» Alors le marquis finit par dire « Il me plaît qu'en aucun cas ce pigeon ne doit être enseveli dans l'église, car puisqu'il s'est pendu lui-même, il est à croire qu'il était désespéré. » Presque de la même espèce est le mot de Scipion Nasica à Ennius. En effet, Scipion, étant allé à la maison d'Ennius pour lui parler, l'appela de la rue.
Et une servante répondit qu'il n'était pas chez lui. Et Scipion entendit clairement qu'Ennius lui-même avait demandé à sa servante de dire qu'il n'était pas là. Ainsi s'en alla-t-il. Peu de temps après, Ennius alla à la maison de Scipion, et se mit de la même façon à l'appeler d'en bas. Scipion lui répondit à haute voix lui-même qu'il n'était pas chez lui. Comment, dit alors Ennius, est-ce que je ne reconnais pas ta voix? Tu es trop discourtois, dit Scipion. L'autre jour, j'ai bien cru ta servante quand elle m'a dit que tu n'étais pas chez toi, et maintenant tu ne peux pas me croire moi-même? C'est encore un beau trait d'esprit quand quelqu'un est piqué au même endroit où il a auparavant piqué son compagnon. Ainsi, Alonso Carrillo, alors qu'il était à la cour d'Espagne, commit quelques erreurs de jeunesse qui n'étaient pas de grande importance et fut mis en prison par ordre du roi. Il y resta une nuit et en fut tiré le jour suivant. Quand il arriva au palais le matin, il entra dans la salle où il y avait beaucoup de gentilshommes et de dames, et comme on commençait à rire de son emprisonnement, Madame Guaiti a dit « Seigneur Alonso, j'étais fort peiné de votre infortune, car tous ceux qui vous connaissent pensaient que le roi allait vous faire pendre. » Madame, répondit incontinent Alonso, j'avais aussi grande peur de cela, mais j'avais l'espoir que vous me demanderiez pour mari. Voyez combien ce mot est subtil et ingénieux, car en Espagne, comme dans plusieurs autres lieux, la coutume veut que quand on mène pendre quelqu'un, si une butin public le demande pour mari, on lui fait grâce de la vie. C'est de cette manière aussi que répondit le peintre Raphaël à deux cardinaux qui étaient ses familiers et qui, pour le faire parler, critiquaient devant lui un tableau qu'il avait fait, sur lequel Saint-Pierre et Saint-Paul étaient représentés, en disant que ces deux figures avaient les faces trop rouges. Alors Raphaël répondit aussitôt « Mais Seigneur, ne vous étonnez point, car je les ai faits ainsi tout exprès, parce qu'il est à croire que Saint-Pierre et Saint-Paul sont aussi rouges au ciel que vous les voyez ici de honte que l'Église soit gouvernée par de tels gens que vous. »